Si le prolétariat blanc use rarement de la langue poétique pour parler de ses souffrances, de ses colères ou de la fierté qu'il a de soi, ce n'est pas un hasard. Et je ne crois pas non plus que les travailleurs soient moins doués que nos fils de famille. Le don, cette grâce efficace, perd toute signification quand on prétend décider s'il est plus répandu dans une classe que dans une autre. Ce n'est pas non plus que la dureté du travail leur ôte la force de chanter. Les esclaves trimaient plus dur encore, et nous connaissons des chants d'esclaves. Il faut donc le reconnaître, ce sont les circonstances actuelles de la lutte des classes qui détournent l'ouvrier de s'exprimer poétiquement. Opprimé par la technique, il se veut technicien parce qu'il sait que la technique sera l'instrument de sa libération. S'il doit pouvoir un jour contrôler la gestion des entreprises, il sait qu'il y parviendra seulement par un savoir professionnel, économique et scientifique. Il a de ce que les poètes ont nommé la nature une connaissance profonde et pratique, mais qui lui vient plus par les mains que par les yeux. La nature, c'est pour lui la matière, cette résistance passive, cette adversité sournoise et inerte qui laboure de ses outils. La matière ne chante pas. Dans le même temps, la phase présente de son combat réclame de lui une action continue et positive. Calcul politique, prévisions exactes, discipline, organisation des masses. Le rêve, ici, serait trahison. Rationalisme, matérialisme, positivisme. Ces grands thèmes de sa bataille quotidienne sont les moins propices à la création spontanée des mythes poétiques. Le dernier d'entre ces mythes, ce fameux grand soir, a reculé devant les nécessités de la lutte. Il faut courir au plus pressé, gagner cette position, cette autre, faire élever ce salaire, décider cette grève de solidarité, cette protestation contre la guerre d'Indochine. C'est l'efficacité seule qui compte. Et, sans doute, la classe opprimée doit prendre d'abord conscience d'elle-même. Mais cette prise de conscience est exactement le contraire d'une redescente en soi. Il s'agit de reconnaître dans et par l'action la situation objective du prolétariat qui peut se définir par les circonstances de la production ou de la répartition des biens. Uni et simplifié par une oppression qui s'exerce sur tous et sur chacun, par une lutte commune. Les travailleurs ne connaissent guère les contradictions intérieures qui fécondent l'œuvre d'art et nuisent à la praxis. Se connaître, pour eux, c'est se situer par rapport aux grandes forces qui les entourent. C'est déterminer la place exacte qu'ils occupent dans leur classe et la fonction qu'ils remplissent dans le parti. Le langage même dont ils usent est exempt de ces légers desserrements d'écrou, de cette impropriété constante et légère, de ce jeu dans la transmission qui crée le verbe poétique. Dans leur métier, ils emploient des termes techniques et bien déterminés. Quant au langage des partis révolutionnaires, Parrain a montré qu'il est pragmatique. Il sert à transmettre des ordres, des mots d'ordre, des informations. S'il perd sa rigueur, le parti se défait.
Tout cela tend à l'élimination de plus en plus rigoureuse du sujet. Or, il faut que la poésie demeure subjective par quelque côté. Il a manqué au prolétariat une poésie qui fût sociale tout en prenant ses sources dans la subjectivité, qui fût sociale dans l'exacte mesure où elle était subjective, qui s'établit sur un échec du langage et qui fut pourtant aussi exaltante, aussi communément comprise que le plus précis des mots d'ordre, ou que le, ouvrez les guillemets, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, fermez les guillemets, qu'on lit aux portes de la Russie soviétique. Faute de quoi, la poésie de la révolution future est restée entre les mains de jeunes bourgeois bien intentionnés qui puisent leur inspiration dans leurs contradictions psychologiques, dans l'antinomie de leur idéal et de leur classe, dans l'incertitude de la vieille langue bourgeoise. Le nègre, comme le travailleur blanc, est victime de la structure capitaliste de notre société. Cette situation lui dévoile son étroite solidarité, par-delà les nuances de peau, avec certaines classes d'Européens opprimés comme lui. Elle l'incite à projeter une société sans privilèges, où la pigmentation de la peau sera tenue pour un simple accident. Mais, si l'oppression est une, elle se circonstancie selon l'histoire et les conditions géographiques. Le noir en est la victime. En tant que noir, à titre d'indigène colonisé ou d'Africain déporté. Et puisqu'on l'opprime dans sa race et à cause d'elle, c'est d'abord de sa race qu'il faut prendre conscience. Ceux qui, durant des siècles, ont vainement tenté, parce qu'il était nègre, de le réduire à l'état de bête, il faut qu'il les oblige à le reconnaître pour un homme. Or, il n'est pas ici d'échappatoire, ni de tricherie, ni de passage de ligne qu'il puisse envisager. Un juif, blanc parmi les blancs, peut nier qu'il soit juif, se déclarer un homme parmi les hommes. Le nègre ne peut nier qu'il soit nègre, ni réclamer pour lui cette abstraite humanité incolore. Il est noir.